Chers collègues, je propose que nous commencions nos travaux sans coup férir, si je puis dire, puisque nous devons arrêter impérativement à 16h30, puisque le bureau de notre commission est à l'ambassade de Grande-Bretagne pour parler d'un sujet que vous connaissez comme moi et qui est bien sûr le Brexit. Donc, n'empêche que le budget, c'est fondamental et que nous allons écouter avec beaucoup d'attention nos collègues, donc Gilles Savary et Marc Laffineur, en commençant par Gilles Savary, mais Marc Laffineur va nous rejoindre dans quelques instants, je n'en doute pas. Donc nous sommes sur le projet de budget de l'Union européenne. Oui, 30 secondes. Hein, on vous demande 30 et secondes. Au bout de Motion d'ordre. Voilà. D'accord. Donc au bout de 30 secondes... Non, parce que Marc Laffineur, c'est dommage qu'il ne soit pas là. Ah, c'est lui qui démarrait. Non, c'est pas ça, mais on devait se partager le travail, mais je ne sais pas exactement où est la ligne de partage, quoi. Voilà. Donc, je ne voudrais quand même pas... Empiéter sur ses plates-bandes. Oui, c'est ça, le phagocyter complètement, quoi. Hein. Bon. D'accord, bon, allez, on va faire comme ça, on va faire l'ajustement quand il va arriver. Hein. D'accord, merci à vous. Alors nous vous écoutons avec toute l'attention requise, bien entendu. Oui, donc il s'agit du projet de budget de l'Union européenne pour 2017, donc c'est la tranche annuelle, si je puis dire, des perspectives financières, donc qui, comme vous le savez, s'étale sur 7 années. Et donc sont revotés, enfin du moins font l'objet d'un vote d'un budget annuel tous les ans. Celui-ci revêt sans doute une charge politique un peu particulière. Bonjour, je t'en prie. Puisque vous savez que il y a ici, je crois, un député européen, le budget, enfin les perspectives financières ont été laborieusement votées en 2014. Laborieusement voté, et que donc c'était sous réserve qu'il y ait une révision à mi-parcours des dites perspectives financières. Donc je ne sais pas si la révision à mi-parcours est encore d'actualité, ou si le budget 2017 est considéré comme une révision à mi-parcours. En tout cas, il va y avoir sans doute une discussion au niveau des instances européennes assez vive sur ce projet de budget 2017. À l'époque, effectivement, le Parlement européen avait demandé à ce qu'il y ait une réorientation assez importante du budget. En particulier, c'était une période de crise relativement aiguë ou de convalescence en matière de relance de la croissance. Tout ceci a été, vous savez, repris en main en partie avec des crédits, très large partie avec des crédits extra-budgétaires, dans le cadre du plan Juncker. On y reviendra tout à l'heure. Donc, ce projet de budget 2017 est un projet de budget qui réaffirme une priorité importante pour la croissance et l'emploi. C'est la première priorité de ce projet de budget. Hein, dans un contexte économique fragile, la priorité de la Commission, c'est la relance de l'investissement et de la création d'emplois. Le programme phare de la Commission Juncker, c'est le plan d'investissement pour l'Europe, dit plan Juncker, est alimenté par un fonds budgétaire européen pour les investissements stratégiques, qui s'appelle le Fonds européen pour les investissements stratégiques, qui est le principal instrument financier de la mise en œuvre opérationnelle du plan Juncker et qui, comment dirais-je, dispose des fonds lui permettant de mobiliser le fameux effet de levier jusqu'à 240 milliards d'euros d'investissement d'ici la fin de l'année 2017. Donc le plan Juncker est matérialisé par un fonds relativement modeste par rapport à un effet de levier qui est de 15, je crois, dans le cadre du plan Juncker, et qui semble, alors les avis sont partagés, mais ici on a eu un rapport de nos collègues Richard et Razia Madi, qui semble bien fonctionner. C'est-à-dire que l'effet de levier fonctionne bien, semble-t-il. Alors on peut toujours après discuter des affectations de ce plan Juncker, de ses priorités, de la façon dont les gouvernements sont plus ou moins transparents. En tout cas, il semblerait que pour la France, en tout cas, le fameux effet de levier a fonctionné. Donc la première priorité, c'est de doter le FEIS, Fonds européen pour les investissements stratégiques, afin que l'on ait 240 milliards d'euros d'investissement d'ici la fin de l'année 2017 par effet de levier du plan Juncker. En complément de ces actions, le projet de budget prévoit que les principaux programmes de dépenses de l'Union européenne continueront bien sûr à être utilisés par les États membres pour stimuler la croissance. C'est le cas notamment des fonds structurels et d'investissement. C'est le nouveau terme employé pour les fonds structurels. Je
vous rappelle que c'était le FEDER, le FSE, le FEADER et le Fonds de cohésion pour les pays de l'Est essentiellement. Et donc le Fonds structurel et d'investissement, dit fonds, et des programmes qui relèvent de la rubrique de la compétitivité pour la croissance et l'emploi, à l'instar du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Ça, c'est le nouveau mécanisme qui a été mis en place pour le financement des investissements d'infrastructures et des investissements de réseau. 2,5 milliards cette année. Lui aussi fonctionne théoriquement par effet de levier. C'est-à-dire que c'est l'argent que l'on met sur les lignes LGV chez nous, par exemple, ou sur le tunnel Lyon-Turin, pour effectivement activer des contreparties importantes, publiques ou privées. Ça peut être un concessionnaire privé, comme c'est le cas entre Perpignan et Figueras. Ça peut être des fonds publics, comme c'est le cas sur d'autres infrastructures. Une deuxième priorité s'est invitée dans le budget européen, c'est la crise des réfugiés et l'importance renouvelée aux menaces sécuritaires qui nécessitent un renforcement substantiel des moyens consacrés aux objectifs que l'Union européenne s'est fixés en la matière. Par conséquent, le projet de budget pour 2017 propose de renforcer les moyens alloués à la fois à l'accueil des réfugiés et à l'encadrement ou à la gestion des migrations, ainsi que le renforcement des moyens alloués à la sécurité européenne. Donc les actions déjà entreprises en matière d'accueil des réfugiés en 2015 et 2016 ont atteint un total de 10,5 milliards d'euros. Et le projet de budget pour 2017 consacre 5,2 milliards d'euros aux actions relatives à la gestion des migrations. Au moment où je vous parle, je ne sais pas ce qu'il advient du fameux accord avec la Turquie, qui doit être quand même sacrément difficile à gérer dans les circonstances actuelles. Mais une partie des fonds qui doivent être versés à la Turquie pour accueillir les réfugiés, évidemment, sont dans cette ligne. S'agissant de la lutte contre le terrorisme, le projet de budget pour 2017 propose de consolider le renforcement des moyens alloués à Europol et inclut dans le budget 2016 une enveloppe de 111,7 millions d'euros qui sera ainsi destinée à l'agence européenne Europol. En outre, il est prévu de financer à hauteur de 25 millions d'euros une action préparatoire pour la recherche en matière de défense. Donc l'Europe y va un petit peu à petits pas. Jusqu'à présent, l'Europe s'aventurait guère, enfin l'Union européenne, dans les affaires de défense. Ça c'était un peu collatéral, mais elle commence à s'y engager. S'agissant des mesures prises en matière de sécurité, le projet de budget pour 2017 propose une hausse de 16 millions d'euros des moyens par rapport au budget 2016 et prévoit plus particulièrement de consacrer 61,8 millions d'euros au renforcement de la sécurité des institutions européennes. On pourrait regretter quand même que ces chiffres soient relativement modestes par rapport à l'ampleur de la menace que nous avons hélas vérifiée une fois encore tristement à Nice, mais aussi hier soir, je crois, en Allemagne, ou ce matin en Allemagne, puisqu'il y a eu une attaque, comme vous le savez, dans un train allemand qui a fait des blessés graves. Voilà. La conciliation de ces trois objectifs, donc sécurité, accueil des réfugiés, mais surtout le premier investissement et emploi, ne se fait pas, ou moins le projet de budget tente de faire en sorte qu'il ne se fasse pas au détriment des autres programmes et des actions engagées. Les principales caractéristiques du projet de budget pour 2017, c'est un budget qui utilise à plein les possibilités de flexibilité offertes par le cadre financier pluriannuel. Elles ont été progressivement introduites au gré d'un certain nombre de crises. Pour 2017, le projet de budget de la Commission européenne établit le montant des crédits d'engagement à 157,7 milliards. Donc il faut que vous reteniez ce chiffre. C'est le chiffre du budget européen, 157,7 milliards en crédits d'engagement, contre 155 milliards en 2016, soit 1,05 du PNB de l'Union européenne, et les crédits de paiement à 134,9 milliards d'euros, contre 143,9 milliards d'euros en 2016. Les crédits de paiement sont plus bas parce qu'un certain nombre de programmes ont pris du retard dans leur exécution, notamment les programmes relevant de la politique de cohésion, dû à la mise en place de la gouvernance de ces crédits de cohésion, d'une nouvelle gouvernance un peu laborieuse, qui fait que les comités Théodule n'ont pas fonctionné, n'ont pas pu engager les fonds le moment venu. Il ressort du projet de budget de la Commission européenne que le niveau de dépenses proposé dans le projet pour 2017 est globalement conforme à la planification indicative tirée du cadre financier pluriannuel pour 2017. La principale différence avec le cadre financier réside dans les dépenses de la rubrique 3, sécurité et citoyenneté, pour laquelle la Commission propose une augmentation des montants alloués pour gérer la crise migratoire et des réfugiés. Le projet de budget pour 2017 s'appuie donc, du fait de ces impondérables en particulier, sur une utilisation maximum des possibilités de flexibilité. Au plan technique, la Commission européenne propose de mobiliser
l'instrument de flexibilité pour lequel le plafond du montant annuel disponible s'élève à 530 millions d'euros. Donc il y a 530 millions d'euros de plafond de flexibilité tous les ans auquel on peut recourir. Elle le mobilise complètement et le répartit, mobilise dès cette année, mais elle le répartit ainsi 238,3 millions d'euros en 2017, 91 en 2018, 142 en 2019 et 59 en 2020. Ça doit faire, si vous faites l'addition, 530 millions d'euros. Elle a décidé de mobiliser la marge pour imprévu pour un montant de 1,164 milliards d'euros, conformément au règlement qui la régit. La mobilisation de la marge pour imprévu, je vous le rappelle, peut atteindre 0,03% du PNB, du RNB, revenu national brut de l'Union européenne. De manière générale, les dépenses de la rubrique 3, qui s'est consacrée à la crise des migrants et à la sécurité, représentent plus de 70% du total des dépenses sous plafond de la rubrique. Ça veut dire que, voilà, on fait un effort particulier qui ne vous étonnera pas. La Commission européenne propose de mobiliser la marge pour imprévu et de compenser intégralement cette mobilisation par un recours aux marges sous plafond disponibles dans les rubriques 2, croissance durable, ressources naturelles, et 5, administration. Cette compensation intégrale permet de maintenir inchangé le plafond global des engagements pour 2017. C'est-à-dire qu'on mobilise une marge pour imprévu qui est compensée intégralement par un recours aux marges sous plafond disponibles dans l'ensemble des rubriques, puisqu'il y a des instruments de flexibilité sous plafond, que l'on ne peut pas dépasser annuellement, dans les différentes rubriques du budget. Donc on les mobilise toutes là pour les focaliser sur les dépenses de la rubrique 3 consacrée à la crise des migrants. Par ailleurs, il convient de souligner la création récente d'un nouvel instrument fournissant une aide d'urgence à caractère humanitaire au sein de l'Union européenne qui sera doté de 200 millions d'euros en 2017. Maintenant, mon collègue Marc Laffineur prend le relais ou comment fait-on? Si tu veux. Ouais. Tu y vas? Allez, voilà. Merci. Gilles, tu éteins. Pardon. Merci. Donc, les grandes tendances par rubrique. On a d'abord une augmentation globale de la rubrique croissance intelligente et inclusive, mais qui masque une évolution contrastée des sous-rubriques. Le projet de budget pour 2017 prévoit une hausse de 6,9% des crédits d'engagement de la rubrique 1 dans son ensemble par rapport au budget 2016, ce qui correspond à un montant de 74,6 milliards d'euros et de 56,6 milliards d'euros en crédit de paiement. Et donc une diminution en crédit de paiement. Plus particulièrement, la ventilation des crédits se répartit comme suit. 21,1 milliards d'euros pour la rubrique de la compétitivité pour la croissance et l'emploi, soit une hausse de 11% par rapport à 2016, résultant en grande partie des fonds alloués au FIES et au MIE et au programme Erasmus+. En effet, sur cette enveloppe, 10,6 millions d'euros sont consacrés à la recherche et l'innovation dans le cadre du programme Horizon 2020, 2 milliards d'euros en faveur de l'éducation à travers le programme Erasmus+, 2,5 milliards d'euros en faveur du mécanisme pour l'interconnexion en Europe et 299 millions en faveur des petites et moyennes entreprises dans le cadre du programme COSME. 2,66 milliards d'euros dans le cadre du plan Juncker et 55,57 milliards d'euros pour le soutien aux investissements productifs et aux réformes structurelles par l'intermédiaire des fonds structurels et d'investissement européens. Donc l'analyse de la rubrique 1 appelle au moins deux remarques. D'abord, on constate de manière générale une diminution substantielle des crédits de paiement de 23% relative à la cohésion économique, sociale et territoriale, qui résulte notamment du moindre besoin de crédit pour les programmes correspondant à la période de programmation 2007-2013, ainsi que des retards pris dans la mise en œuvre des programmes de la nouvelle période de programmation 2014-2020. En second lieu, il convient de noter que l'initiative en faveur de l'emploi des jeunes ne fait pas l'objet d'une programmation supplémentaire dans le projet de budget de 2017. Les crédits de paiement sont maintenus mais ne connaissent pas d'augmentation et nous regrettons qu'il n'y ait pas un effort supplémentaire qui soit fait dans ce cadre-là. Une progression limitée de la rubrique 2, croissance durable, ressources naturelles. Les crédits d'engagement de la rubrique 2 s'élèvent à 58,9 milliards d'euros. Et si on ne prend pas en compte l'effet lié à la reprogrammation des crédits d'engagement pour 2014
pour le développement rural. Cela correspond à une augmentation de 1,3% par rapport au budget 2016. Le niveau des dépenses s'établit ainsi à 1,3 milliard d'euros sous le plafond de la programmation pluriannuelle. La Commission européenne propose par conséquent d'utiliser 650 millions d'euros de cette marge pour compenser l'utilisation de la marge pour imprévu au profit des actions de la rubrique 3 consacrées aux migrations et aux réfugiés. L'enveloppe proposée pour l'aide aux agriculteurs est par ailleurs de 42,9 milliards d'euros, c'est-à-dire dans le cadre du FEAGA, et un renforcement très important des crédits de la rubrique 3 pour gérer les frontières extérieures de l'Union européenne et relever les défis liés à la crise des réfugiés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne. La rubrique 3, donc sécurité et citoyenneté, fait l'objet d'une augmentation notable des crédits d'engagement, plus 5,4%, comme l'année précédente. La programmation des crédits correspondant à cette rubrique dépasse, compte tenu de l'actualité, le cadre de la programmation initiale figurant dans le cadre financier pluriannuel. La hausse des crédits alloués à la rubrique 3, grâce à la mobilisation de l'instrument de flexibilité et de la marge pour imprévu, illustre la priorité donnée en 2017 à la gestion des défis posés par la crise migratoire et les menaces sécuritaires. La mobilisation maximale des outils de flexibilité ne laisse au total aucune marge disponible pour cette rubrique. Les crédits de paiement s'établissent pour leur part à 3,7 milliards d'euros et enregistrent ainsi une hausse de 25% par rapport à 2016, résultat donc de l'augmentation des crédits d'engagement qui étaient pour 2016 et 2017. De manière générale, le projet de budget pour 2017 prévoit de consacrer environ 3 milliards d'euros au financement d'actions à l'intérieur de l'Union européenne, parmi lesquelles la mise en place du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, d'un nouveau système d'enregistrement des entrées et des sorties visant à renforcer la gestion des frontières, la révision du régime d'asile européen commun et la mise en place d'une agence de l'Union européenne pour l'asile. L'action de l'Union européenne en matière de sécurité et de gestion de la crise des réfugiés relève également de la rubrique 4. Une hausse des moyens consacrés aux actions extérieures de l'Union européenne, en grande partie imputable à la dimension externe de la gestion de la crise des réfugiés. Pour la rubrique 4, l'Europe dans le monde, la Commission européenne propose 9,4 milliards d'euros de crédits d'engagement, ce qui correspond à une augmentation de près de 3% par rapport à l'année 2016 et ne laisse aucune marge disponible sous plafond. Cette hausse vise notamment à financer la dimension externe de la gestion de la crise des réfugiés, en particulier s'agissant des engagements pris par l'Union européenne à l'égard de certains pays voisins, à l'instar de la Turquie, de la Jordanie et du Liban. Les crédits de paiement s'établissent pour leur part à 9,2 milliards d'euros, enregistrant une baisse de 8,5% par rapport à 2016. Au total, le projet de budget pour 2017 propose de mobiliser 2,2 milliards d'euros à des actions à l'extérieur de l'Union européenne et de consacrer 750 millions à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, 525 millions d'euros pour répondre aux engagements pris par l'Union européenne lors de la conférence des Nations Unies qui s'est tenue à Londres en février dernier en faveur du Liban et de la Jordanie, et une progression contenue des dépenses de la rubrique 5, administration. Pour la rubrique 5, donc administration, les crédits d'engagement et de paiement augmentent pour l'ensemble des institutions européennes de 4,1%. La Commission européenne propose de consacrer 514 des 596 millions d'euros de marge sous plafond de la rubrique 5 pour compenser l'utilisation de la marge pour imprévu au profit des dépenses de la rubrique 3. Le projet de budget pour 2017 prévoit, conformément à l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013, une réduction des dépenses de personnel avec une réduction de 239 postes. La Commission européenne aura donc atteint son objectif de diminution de 5% des effectifs pour 2017, sur la période 2013-2017, tandis que les autres institutions procéderont à une réduction de 1% de leur personnel. Toutefois, en dépit de ce mouvement baissier, les dépenses administratives demeurent globalement en augmentation et sont donc principalement tirées par le nombre croissant de départs à la retraite, qui fait que ce budget augmente quand même. Par ailleurs, la nécessité de renforcer la sécurité, l'ajout d'une nouvelle langue officielle de l'Union européenne, l'irlandais, et l'ajustement des crédits pour prendre en compte la réévaluation des salaires et des pensions à la fin de l'année 2015, qui n'ont été que partiellement intégrés dans le budget pour l'année 2016, constituent donc des charges supplémentaires pour 2017. Donc en conclusion, le projet de budget pour 2017 se fait
logiquement le reflet des priorités de l'Union européenne et traduit la plupart des engagements pris par les chefs d'État et de gouvernement en matière de sécurité et de gestion de la crise migratoire. Ce projet établi dans le cadre de la programmation pluriannuelle s'apparente ainsi à une équation sans inconnu mais non sans difficulté. Et si nous souscrivons à l'économie générale du budget et à ses principales orientations, nous soulignons que sa faiblesse demeure sans doute encore le principal handicap à la réalisation de politiques particulièrement ambitieuses. Représentant 1% du PNB européen, 2% des dépenses publiques de l'Union européenne, donc le budget de l'Union européenne constitue de façon évidente la principale limite à toute action d'envergure de l'Union européenne. Par ailleurs, dans un contexte où la plupart des États membres mènent encore des politiques de consolidation budgétaire, il semble difficile d'envisager une hausse des contributions nationales. Et cette question mériterait toutefois sans doute d'être discutée dans le cadre de la révision à mi-parcours. Par ailleurs, il conviendra de demeurer vigilant quant à la poursuite des négociations sur ce projet de budget. Il est en effet probable que le Parlement européen et les États membres proposent, comme c'est souvent le cas, des amendements peu compatibles à ce texte initial. De manière générale, nous souhaitons insister sur la démarche de rationalisation et de simplification entreprise par la Commission européenne dans le cadre de l'initiative Before. Et le principal objectif de la Commission européenne, développer une approche axée sur les résultats des actions et programmes financiers dans un contexte où les ressources sont à la fois de plus en plus recherchées et de plus en plus rares. Moi, je voudrais donner un sentiment un peu plus personnel, c'est que je pense que le budget n'a pas pris suffisamment en compte les problèmes agricoles qui vont se poser dans les mois qui viennent, parce que je crois que dans nos campagnes, eh bien, il y a le feu. Merci. Donc nos deux rapporteurs ont fini. Est-ce qu'il y a des interventions? Je n'en ai aucune. Ah bah, je n'avais aucune d'inscrite, mais je vois que Jacques Miard vient de lever le doigt. Et Merci Madame la Présidente. Bien évidemment, je salue le travail de nos rapporteurs pour essayer de nous rendre intelligible ce qui est véritablement parfois très difficile à comprendre. Effectivement, lorsqu'on prend le budget européen, ce qui est réconfortant, c'est qu'on peut répéter chaque année, grosso modo, la même chose. Répéter qu'en effet, l'Europe a tendance à s'occuper de tout et au lieu de concentrer sur un certain nombre de sujets, s'éparpille. On le voit encore dans ce budget avec la multiplicité des rubriques que vous nous avez énumérées. Mais je crois que surtout, on peut se poser une question beaucoup plus fondamentale. Parce qu'en réalité, on a élaboré un budget européen pour se dire c'est l'Union européenne en tant que telle qui agit. Donc on avait derrière cette idée la volonté d'institutionnaliser l'idée même de budget européen. Est-il vraiment utile? Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode qui coûterait beaucoup moins cher et qui serait encore beaucoup plus efficace, à savoir qu'effectivement on se fixe des objectifs, mais que la plus grande partie de ce qui est inscrit en budget pourrait être mise en œuvre par les États? J'en veux pour preuve les fonds structurels. Les fonds structurels, on prend de l'argent dans les poches de tous les contribuables européens, on fait monter ça au niveau de Bruxelles et on fait redescendre ça au niveau des trottoirs, que ça soit en France ou que ça soit ailleurs. Mon image est réelle. Quand on songe qu'il y a, par exemple, des fonds structurels qui vont financer des piscines, je m'interroge. Dans ces conditions, je pense qu'il y a la plupart des rubriques qui pourraient être véritablement supprimées et qu'on fasse redescendre ça au niveau des États. Et que s'il faut aider un État, il y a une autre technique qui est toute simple et qui coûte beaucoup moins cher, surtout en nombre de fonctionnaires pour les mettre en œuvre, c'est effectivement, par exemple, les protocoles financiers. Il fut un temps où, dans ce pays, on gérait des protocoles financiers avec 3-4 personnes au Trésor. Aujourd'hui, on est une armada de personnes à Bruxelles pour gérer les fonds structurels. Donc la question mérite d'être posée et je m'étonne que vous ne la posiez pas. Deuxièmement, faut-il un service extérieur diplomatique? Ma question est non. Car véritablement, un, c'est une machine à anglicisation de l'Union européenne. Deux, bien évidemment, il n'y a pas de politique étrangère commune. Donc en réalité, on peut très bien concevoir que ce soit la présidence des États qui, pendant le laps de temps où elle est présidente, alimente et porte la voix de l'Union européenne à l'extérieur. Et on pourrait démultiplier ce genre d'exemples. C'est la raison pour laquelle je pense que profitons du Brexit, n'est-ce pas, pour remettre un peu toutes ces choses à plat. Et autant il est nécessaire d'avoir quelques actions, autant il est
contre-productif d'avoir une multiplicité de rubriques de ce type. C'est vrai qu'il faut garder un certain nombre de budgets. En matière agricole, ce n'est pas parce que nous sommes français que nous allons défendre ça, parce que c'est la seule rubrique qui peut stabiliser les marchés. Et donc, à ce titre, il faut maintenir ce genre de choses. En revanche, je le répète, sur beaucoup d'autres rubriques, je pense que c'est une erreur de faire monter de l'argent à Bruxelles pour faire redescendre avec une déperdition en termes de gestion au niveau, je dirais, des collectivités locales ou ailleurs. Donc, cela mérite d'être posé, et j'entends le poser. C'est la raison pour laquelle je ne voterai pas cette résolution, tout en saluant le travail de nos rapporteurs. Merci. Bruno Gollnisch. Merci, Madame la Présidente. Oui, je partage un certain scepticisme sur l'effet des ponctions qui sont suivies ensuite de redistribution, mais je salue le travail des rapporteurs quand même parce qu'il est extrêmement modéré, ce qui ne me surprend pas de la part de mon ancien collègue Gilles Savary en particulier. Je voudrais simplement signaler, enfin, je pense que ça n'aura pas échappé, mais semble-t-il ça a échappé aux opinions publiques. Le vote d'un amendement que j'ai trouvé assez surprenant lors de la dernière session de Strasbourg, par lesquels les principaux groupes de ce Parlement, absolument dans les mêmes termes, ont demandé le renforcement des ressources propres et éventuellement la création de ce qui, en bon français, s'appelle un impôt européen spécifique qui, évidemment, se surajouterait aux autres. Bon, ça n'a pas une valeur de résolution obligatoire s'imposant au budget 2017, mais tout de même c'est révélateur d'une intention. Je ne suis pas sûr que tout de suite après le Brexit, ce soit de nature à susciter l'adhésion massive des populations des États membres. Voilà, je serais heureux d'avoir le point de vue de nos rapporteurs sur ce sujet. Merci. Alors avant de vous repasser la parole, je vais vous proposer des amendements, puisque j'ai proposé 2 amendements que je vais me permettre de soumettre à la sagacité de tout le monde, puisqu'il n'y avait plus d'autres intervenants inscrits, qui sont en fait des intervenants pour cet amendement donc vise à souligner l'importance pour l'Union européenne confirmée sur le plan budgétaire les engagements pris lors de la conférence climat. Tout le monde s'est engagé pour la COP21 et il faut que ça se traduise quand même. Donc je me suis permis de proposer donc cette priorité stratégique à côté de celles que nos rapporteurs ont très bien soulignées, sécurité, aide aux réfugiés, jeunesse. Et cet amendement permettrait de refléter donc nos conclusions sur l'enjeu climatique qui figure bien dans le projet de budget, tout en rappelant que les engagements pris par l'Europe et par la France à Paris s'inscrivent dans la durée face au changement climatique. Donc je vais vous présenter peut-être les 2 amendements, comme ça vous pourrez répondre globalement. Le premier, donc, qui propose un nouveau considérant à insérer après le considérant 4, donc la prise en compte des engagements de l'Union européenne dans le domaine environnemental constitue au lendemain de la conférence de pays une priorité, de par une priorité qui irrigue quand même l'ensemble des politiques européennes. Donc c'est l'argumentaire pour le premier considérant. Et le deuxième, après l'alinéa 2, après les mots d'importance stratégique insérés, au premier rang desquels les moyens alloués à la mise en œuvre des engagements pris lors de la COP21. Je ne redis pas ce que je viens de dire. Toute l'Europe s'est engagée sur la COP21. C'est important de le garder dans les priorités. Voilà, comme ça vous pouvez répondre globalement à tout, puisque nous sommes dans des délais un petit peu serrés. Merci à vous. Bien, je vais essayer de répondre le plus complètement possible. D'abord, mon collègue Jacques Millard. Écoute, sur le budget européen, je voudrais quand même rappeler, c'est les États qui font il faut arrêter de toujours mettre toute la responsabilité sur l'Europe. L'Europe, ce sont les États, c'est la Commission, et ce sont les gouvernements qui se mettent d'accord sur un budget européen. Les fonds structurels, moi je suis bien sûr qu'on peut, quelquefois, chacun on voit des fonds structurels qui arrivent quelquefois sur des trucs où on se dit, c'est peut-être pas forcément le rôle de... Mais je vois aussi quand même que pour des pays, notamment des pays d'Europe de l'Est, mais je l'ai vu aussi au Portugal, on l'a vu, il y a quand même des fonds européens qui ont été extrêmement utiles pour le développement. Et moi, je me sens aussi une responsabilité. C'est pour ça que j'ai toujours été favorable à ce que les pays de l'Est rentrent dans l'Union européenne, parce que je pense qu'après la guerre de 40,
nous avions une certaine responsabilité et que nous n'avons pas forcément aidé ces pays-là à l'époque, et que donc, eh bien, ça me paraissait normal qu'on puisse le faire à l'entrée après 89, de les aider, et ça les a aidés forcément pour pouvoir retrouver une certaine prospérité. Et je crois que c'était bon. Sur le fonds agricole, bah, je l'ai dit à la fin de mon intervention. Hein, je crois qu'il y a vraiment le feu dans nos campagnes et qu'on n'est pas, on est au début. Hein. Là, pour l'instant, il y a les moissons, donc tout le monde est un peu calme. Mais après les moissons, je pense qu'on risque fort d'avoir de très gros problèmes, et que il faudra tenir compte de cela et proposer des solutions. Et je pense que les solutions, elles sont quand même européennes, parce que eh bien, c'est d'abord vis-à-vis du marché mondial, et il faut donc une force suffisamment importante pour pouvoir y répondre. Sur les problèmes étrangers, il y a quand même l'Europe, il y a beaucoup de négociations internationales qui se font au sein de l'Europe, et heureusement qu'on a l'Europe pour pouvoir faire ces négociations internationales. On peut ne pas être toujours d'accord sur la façon dont c'est traité et tout, mais je pense quand même qu'on est plus fort à le faire tous ensemble qu'à le faire chacun de son côté. Sur l'impôt européen, je crois que chaque pays a bien dit qu'il n'était pas question que pour l'instant qu'il y ait un impôt européen, même si moi je crois qu'à terme il en faudra un, mais le moment n'est pas encore venu. Et que d'abord, pour pouvoir réaliser ça, il faudrait d'abord qu'on puisse avoir des bases communes, une harmonisation des bases fiscales déjà, notamment des entreprises, quoi, parce que on voit bien que la grande concurrence qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, c'est qu'on c'est très difficile de la mettre vraiment en exergue, parce qu'on ne part pas des mêmes bases au départ. Donc chacun a, je parle de l'impôt sur les sociétés, la comptabilité n'est pas la même d'un côté ou de l'autre, et les bases ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc déjà, si on harmonisait ça, ce serait déjà un effort considérable qui pourrait être fait et qui permettrait d'avancer, je pense, dans la bonne direction. Sur les amendements, pardon. Madame la Présidente, il n'y a pas de mal, non, il faut répondre. moi, je veux dire mon sentiment. Je suis. Nous avons pris tous des engagements, c'est vrai, mais en même temps, les engagements, ils ont été pris par chaque pays. Donc c'est plutôt à chaque pays. Alors on peut peut-être mettre dans le budget en disant, pour rappeler que chaque pays doit le faire, mais les finances pour arriver à respecter les engagements que nous avons pris dans le cadre de la COP 21, eh bien, il me semble me souvenir, mais je peux me tromper, le budget de l'Union mais que c'est chaque pays qui doit mettre en place. Le budget de l'Union aussi, je suis désolé. Bon. Je suis désolé. Voilà. Oui, donc je ne sais pas si ça apporte des réponses, parce que c'est un débat. D'abord, là-bas, on a quand même plutôt des eurosceptiques. Donc je ne suis pas... Oui, peut-être. Je ne suis pas forcément dans la même perspective, même si je déplore la pente que l'Europe est en train de prendre, qui est extrêmement dangereuse et qui sera de ce point de vue-là un test. On en reparlera. Sur l'institutionnalisation du budget européen, je crois que les toutes prochaines années vont poser la question de savoir s'il est bien placé, là où il est placé. C'est la question d'un budget dans la zone euro ou pas. Et ça, c'est de la macroéconomie. Soit on considère que dans une zone monétaire dans laquelle il y a une monnaie unique, il y a un deuxième instrument autonome qui est budgétaire, et à ce moment-là, ce deuxième instrument permet de faire des politiques économiques. Aujourd'hui, l'Union européenne fonctionne sur une jambe. Et pour le reste, oui, elle est cul-de-jatte un peu. Enfin, pour le reste, en tout cas, elle met en place une forme de tutelle très lourde et très bureaucratique des budgets nationaux. C'est le TSCG. Voilà, ben oui, c'est ça qui se passe. Comme on n'est pas capable d'avoir un seul budget qui peut avoir un impact macroéconomique,
on est bien obligé, puisqu'on a une monnaie unique, et Dieu merci qu'on en a une, vous allez voir ce que ça va donner quand les Anglais vont commencer à faire de la dévaluation compétitive et qu'on sera en difficulté et qu'on retrouvera la guerre des monnaies. Voilà, vous verrez ce que ça va donner. Donc heureusement qu'on a une zone monétaire unique. Donc et la question se pose de savoir s'il faut, c'est pas de savoir s'il faut un budget, c'est de savoir où il faut le placer. Je pense que ça sera le débat des années à venir. Est-ce que ça sera un budget dans le budget de la zone euro, ou est-ce qu'il n'y aura de budget qu'à zone euro? Le deuxième sujet quand même, pour que ce soit un vrai budget, vous avez raison, je comprends que ça vous irrite, il ne faut pas que ce soit les vases communicants, on contribue d'un côté, on récupère sur les trottoirs de l'autre, ce qui est un peu le cas. Mais je vous rappelle qu'en 1988, la part de la TVA dans le budget était de 61%. En 2013, elle est de 11%. La part des droits de douane était de 29%, et en 2013, ils sont de 13%. Et la part des contributions des États en 1988 était de 10%. Et c'est maintenant de 76%. Donc le débat sur les ressources propres, à mon avis, il intervient d'emblée parce qu'en réalité, on détricote les ressources propres. C'est même pas qu'on n'en crée pas de nouvelles. C'est qu'à dire qu'on est en train de les détricoter. Et donc la question de savoir si on les remplace par une autre ressource propre plus évolutive, puisqu'on a aboli les droits de douane, me paraît pas absolument absconse. Et en particulier sur les transactions financières, puisqu'elles sont de niveau supranational et qu'elles sont insaisissables ou difficilement saisissables par un État membre. Elles sont difficilement saisissables par un État membre si cet État membre ne veut pas se pénaliser lui-même. C'est pour ça qu'on a des difficultés à y aller. Et là, ça a un sens au niveau de l'ensemble de la zone euro. On pourrait admettre aussi qu'une fiscalité écologique nouvelle sur taxe carbone soit homogène dans la zone euro et finance en partie le budget européen. Enfin, tout ça, c'est des sujets qui sont actuellement d'ailleurs mis à l'étude par Mario Monti. J'avoue que la période est quand même très compliquée. Il faut digérer le Brexit et ça sera peut-être compliqué. Pour ce qui est des fonds structurels, je suis de ceux qui pensent que c'est une des plus belles réussites de l'Union européenne. La rapidité avec laquelle les fonds structurels ont sorti de la misère des masses de population considérables est unique dans le monde. Je ne connais pas de politique. Alors, vous voyez, dans mon camp, on me reproche que l'Europe n'est pas sociale. Moi, je dis je ne connais pas d'organisation politique et de projet politique qui a fait progresser aussi vite une aussi grande masse de population. Pour ceux qui n'ont pas été voir du côté des pays de l'Est à l'époque, mais ce n'est pas de votre cas, à l'époque soviétique, et qui aujourd'hui font pas la comparaison, je voudrais les inciter à aller faire un petit tour. J'étais encore en Pologne la semaine dernière. C'est absolument prodigieux la vitesse avec laquelle, grâce aux fonds structurels, on a fait de la convergence économique, même si elle n'est pas complètement accomplie. Monsieur Miard voudra intervenir tout à l'heure. Mais ce n'est pas moi qui distribue la parole. Hein. Voilà. Non, je suis désolé, mais... Voilà. Non, je suis désolé, nous avons... Non, mais bien sûr, en tout cas... Possible, mon cher collègue, mais nous avons une obligation qui nous fait arrêter la commission à 16h30. Nous avons encore un rapport derrière. J'essaie de gérer le temps pour tout le monde. En tout cas, je veux pas être trop long, mais je n'ai pas le sentiment que dans nos races campagnes, pour le coup, on ait envie de se dessaisir des fonds structurels. Ni les collectivités locales, pour ce que l'on a, ni les collectivités locales, ni d'ailleurs les... Par contre, je partage avec Marc Laffineur le fait que, je pense, c'est dommage qu'on n'ait pas mis quelque chose sur l'agriculture. Parce que sur l'agriculture, contrairement à ce que dit Jacques Miard, la PAC, aujourd'hui, c'est de la subvention saupoudrée. Ça n'est absolument pas un régulateur de marché. Ça le fut. Ça le fut. Ça le fut à l'époque des stocks régulateurs, ça le fut à l'époque des prix d'intervention, ça ne l'est pas à l'époque de la subvention à l'hectare. Je m'excuse de le dire. D'ailleurs, la preuve, la subvention à l'hectare ne règle pas le problème laitier. À l'époque, quand on achetait massivement du lait pour maintenir le niveau de prix, non, ça n'existe pas, ça. Ça a été aboli. Voilà, ce que je voulais dire. Évitez les dialogues. Ce que je voulais dire, c'est que la PAC d'aujourd'hui est une PAC qui a perdu son caractère régulateur de marché. Et aujourd'hui, c'est une PAC qui est devenue très inégalitaire. Plus on a de terre, plus on touche de subventions, point à la ligne, et on ne régule absolument pas les marchés, alors que les marchés sont devenus de plus en plus volatiles. Et donc je pense qu'il faut une réorientation massive de la PAC. Ce n'est pas simplement dire qu'il faut rajouter des milliards pour s'exonérer, c'est une réorientation de la PAC
pour en faire l'outil qu'elle aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un outil régulateur du marché, qu'elle n'est plus, et qui fait qu'aujourd'hui, les dépenses agricoles sont monstrueuses. Parce que qu'est-ce que l'on fait? Non seulement on a les dépenses de base qui servent à rien, mais deuxièmement, on met de la dépense publique en plus chaque fois qu'il y a une profession qui est sinistrée. Ça peut être un jour les laitiers, le lendemain les céréaliers, et ainsi de suite. Donc voilà, donc je pense qu'elle ne fonctionne pas très bien, et personnellement, je pense qu'il faudrait la réviser lourdement. Et je regrette qu'on n'ait pas mis dans la résolution peut-être un point sur ce sujet. Pour Bruno Gollnisch, on a parlé des ressources propres et on a parlé de la création d'un impôt. Bon, voilà. Après, pour le reste, je pense que tout ceci va être très télescopé par le Brexit, qui va nous donner beaucoup de grains à moudre et qui, malheureusement, risque de nous faire perdre de vue les avancées de la zone euro. Bon, pour ce qui est de la COP 21, moi j'ai pris les amendements, ils ne me posent pas de problème particulier, d'autant qu'on a mentionné que le fonds pour la jeunesse garantie jeune n'avait pas été réabondé. Je vous signale qu'il est totalement engagé. Voilà. Je voudrais dire aussi que, comme vous l'avez noté, toutes les marges de flexibilité en 2017 sont épuisées. Le budget va jusqu'en 2020, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met tout dans, effectivement, mais on le ramasse sur toutes les rubriques. Donc on a saturé complètement le recours aux marges de flexibilité, donc il ne peut pas nous arriver d'accidents budgétaires ou de réorientation. Et enfin, il aurait peut-être été souhaitable que l'on remette un peu d'argent dans les fonds de financement de l'investissement qui avaient été sévèrement régulés en 2017. En particulier le mécanisme pour l'interconnexion en Europe et une partie des fonds structurels. C'est mon point de vue. Voilà, mes chers collègues, ce que vous pouvez dire, mais c'est un débat, ça n'est naturellement pas des réponses. Merci à vous deux. Je pense qu'effectivement, on aurait pu ouvrir un grand débat sur chaque thème, pratiquement. Et c'est vrai que sur la politique agricole, peut-être rajouter une petite phrase serait pas mal quand même. Je ne sais pas si c'est encore possible. Sur l'agriculture ? Oui. Rajouter dans la liste au moins. Je vais donc maintenant soumettre, comme d'habitude, d'abord les amendements. Est-ce qu'il y a des contre sur l'amendement numéro 1? Y a-t-il des abstentions? Donc, merci, il est adopté. Même exercice sur l'amendement numéro 2. Y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Il est adopté. Et donc, maintenant, sur l'entièreté du document, sur l'entièreté du texte, y a-t-il des contre? Oui. Ah, des abstentions? Il est adopté, donc moins un contre. Merci à vous, merci de ce travail. Merci à Élise qui a fait aussi un travail remarquable. Judith, pardon. Élise, oui. Et on va passer au point suivant. Je suis désolée d'être un petit peu vous faire la course aujourd'hui, mais 16h30, et le point suivant qui est fondamental aussi.